On a vu à peu près toutes les productions végétales et animales. Donc, on va passer à la dernière session qui concerne une présentation du plan du développement pour une apiculture durable. Donc, Léa Pelleté, si vous voulez bien, si vous êtes, oui, venir présenter ceci. Et on verra aussi peut-être une présentation d'un projet financé par le CASDAR. Allez-y. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Léa Pelletet, je travaille au ministère de l'Agriculture, au Bureau des viandes et des productions animales spécialisées. Et je m'occupe des productions animales spécialisées, dont l'apiculture. Donc je suis la filière apicole. Et je voulais ici venir vous parler de cette filière et du plan de développement durable pour l'apiculture lancé par Stéphane Le Foll. Et vous donner un peu des éléments de contexte qui ont présidé finalement au projet Durapi qui va vous être présenté par l'Institut technique de la filière apicole par la suite. Donc, d'abord, quelques chiffres sur la filière apicole française. Pour rappeler que la filière apicole, ce n'est pas uniquement la production de miel, mais que c'est aussi la production de gelée royale, de propolis, de pollen, de cire et de venin. Donc, une diversité de produits. Il faut savoir qu'il y a à peu près 60 000 apiculteurs en France, mais finalement, il y a très peu d'apiculteurs professionnels. Ce qu'on appelle un apiculteur professionnel, c'est un apiculteur qui a 200 ruches, selon les critères de la MSA. Et un apiculteur semi-professionnel, ça commence à partir de 50 ruches. Généralement, ce sont des pluriactifs. Néanmoins, ces apiculteurs professionnels et semi-professionnels, ce sont eux qui produisent la majorité des volumes de miel en France. Et voilà, c'est à eux qu'on va s'intéresser. La plupart de ces exploitants, finalement, sont à temps partiel. Donc, en 2023, pour vous situer, il y avait à peu près 1 700 000 ruches en France, contre à peu près 1,2 million il y a 10 ans. Vous dire qu'en France, on n'est pas du tout autosuffisant en miel. On importe beaucoup de miel. Donc la production nationale, elle est très fluctuante, on le verra. Elle est à peu près comprise entre 15 000 et 30 000 tonnes pour une consommation d'environ 45 000 tonnes de miel, ce qui nécessite des importations importantes, et on exporte peu en revanche. C'est une production qui est variée, diversifiée. Pardon. Et puis, vous dire aussi que problème technique. On est à une production, à peu près 15% de la production est en agriculture biologique, contre 5% il y a 10 ans. Et donc, voilà, finalement, l'apiculture, c'est nécessaire de rappeler que c'est un secteur qui est non négligeable de la production agricole, puisque l'activité de pollinisation des cultures est très importante. Et par ailleurs, la vente directe, c'est le principal débouché des apiculteurs, puisqu'il y a 42% des produits à peu près, un peu plus dans certaines régions qui sont vendus à la vente directe. Et la filière apicole, et on va y revenir, est surtout caractérisée par une multiplicité d'organisations professionnelles à l'amont, un peu moins à l'aval, mais quand même, et des défis qui restent importants en matière de structuration. Je ne vais pas commenter ces chiffres, je voulais simplement attirer votre attention
sur la variabilité de la production. Donc, on peut avoir vraiment des écarts importants d'une année à l'autre. Et ces chiffres montrent aussi une augmentation du nombre de ruches en 10 ans, une professionnalisation croissante des apiculteurs, puisque on a la part des apiculteurs de plus de 50 ruches qui augmente, et surtout la grosse dépendance aux importations que l'on a et qui est, voilà, c'est pas neutre, on le verra, pour les exploitations françaises. Alors, le contexte de la filière apicole ces dernières années, c'est d'abord des difficultés de production qui sont de différentes natures. Il faut savoir que les apiculteurs peuvent connaître des pertes importantes de cheptel d'en moyenne 30%, donc avec un besoin de renouvellement important. On l'a rappelé, une production de miel qui est fluctuante et avec un impact des bioagresseurs de l'abeille qui est constant. La pression du varroa, donc, qui est un acarien dans les ruches, est très importante et va venir expliquer bon nombre de pertes et d'affaiblissement des colonies à l'abeille. Par ailleurs, il y a une recrudescence de la pression du frelon asiatique et d'autres nouveaux bioagresseurs qui arrivent. Les difficultés de production et les pertes de cheptel, elles sont aussi expliquées par des effets des pesticides qui finalement interagissent entre eux et aussi avec d'autres facteurs biotiques ou abiotiques. Et enfin, parmi les nombreux défis de l'apiculture aujourd'hui, il y a également l'affaiblissement des ressources naturelles de l'abeille, phénomène qui est amplifié par les effets du changement climatique et qui peut générer dans certains territoires des phénomènes de concurrence entre ruchers pour la ressource, mais également de concurrence avec les pollinisateurs sauvages. Je voulais vous dire deux mots quand même des difficultés de commercialisation parce que aujourd'hui, même si on n'est pas autosuffisant en miel, ça ne veut pas dire que les apiculteurs français vendent toute leur production. Peuvent se retrouver avec des stocks de miel sur les bras parce que le miel n'est pas assez compétitif. Et ces problèmes de compétitivité sont liés aussi finalement à la faiblesse des prix des miels d'import, avec une augmentation aussi des suspicions de fraude sur certains miels, qui nuit aussi à l'image du miel et qui tire les prix vers le bas. Donc aujourd'hui, on a aussi pour les apiculteurs des problématiques de vente, surtout de vente de miel en circuit. Donc voilà, tout ce contexte-là explique pourquoi aujourd'hui il est important de travailler sur la durabilité en apiculture. Et qu'est-ce que c'est être apiculteur aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est être apiculteur demain, compte tenu des nombreux défis que l'on vient de voir. Et donc, je voulais aussi revenir quand même sur le plan de développement durable de l'apiculture, qui est aussi un élément de contexte par rapport au projet Durapic que l'on va voir. Donc, c'est un plan qui a été lancé en février 2013 par Stéphane Le Foll, qui était prévu initialement pour 2 ans et puis qui a été prolongé. Ce plan, il partait du constat que la filière apicole française avait un gros potentiel, puisque la France est un pays, un gros producteur de miel avec une production diversifiée, mais que compte tenu des nombreux défis de l'apiculture et de sa faible structuration, finalement, cette filière peinait à atteindre ses objectifs. Et donc, c'est un plan qui comprend 5 axes et 17 thèmes, avec l'idée derrière d'objectiver vraiment les causes des mortalités et des affaiblissements de l'abeille,
donc avec un axe de soutien à la recherche qui a été très fort et une volonté d'améliorer la professionnalisation des apiculteurs, l'augmentation du cheptel d'abeilles sur le territoire et une nécessité d'organiser la filière professionnelle. Il y avait aussi dans ce plan l'idée que l'apiculture constituait un réel pilier de l'agroécologie parce que les apiculteurs, finalement, ce sont des agriculteurs qui sont légitimes pour parler aux agriculteurs de leurs pratiques et qui sont un vrai vecteur de cette transition agroécologique. Il y avait aussi dans l'idée que l'abeille était une sentinelle dans l'environnement. Finalement, la santé de l'abeille, c'est un indicateur de notre environnement. Donc, il y avait vraiment cette idée-là derrière ce plan. Et donc, aujourd'hui, ce plan, il est terminé. C'est le plan pollinisateur qui a pris la suite en 2022. Et donc, c'est un plan qui est plus large que la filière apicole et qui prend en compte la problématique aussi des pollinisateurs sauvages et qui est coporté ministère de l'Agriculture, ministère de la Transition écologique et qui s'inscrit quand même dans la continuité de ce plan de développement durable. Voilà, et donc tout ce contexte finalement pour vous dire que compte tenu des gros défis de l'apiculture aujourd'hui, travailler sur la durabilité, c'est indispensable. Et qu'il y a un vrai besoin de faire progresser la recherche et l'appui technique aux exploitations apicoles, notamment en matière de renouvellement de cheptel. Et c'est tout l'objet du projet Durapi qui va vous être présenté. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais prendre la suite de Léa. Donc, je suis Cécile Ferrus. Je travaille à l'ITSAP, Institut de l'abeille, sur 2 thématiques principales. Donc, ce qui concerne la qualité des produits, essentiellement la qualité du miel, et puis les questions économiques, les questions technico-économiques dans les exploitations, et puis aussi les questions de marché du miel. Donc, rapidement, alors peut-être pour vous dire, pardon, je reviens en arrière. Le projet que je vais vous présenter, donc c'est un projet qui date un petit peu, parce que c'est un projet donc, qui s'est étalé de 2016 à 2019. Donc voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'il est terminé. Il y a pas mal de problématiques qui restent encore aujourd'hui d'actualité. Mais voilà, je voulais le préciser. En termes de partenariat, donc c'est un projet qui était porté par l'ITSAP, mais qui s'appuyait sur les ADA, qui sont les associations de développement de l'apiculture en région, avec leur fédération donc, qui s'appelle ADA France. Et puis, on était appuyé par l'Institut de l'élevage et on avait également comme partenaire l'INRAE, l'IRSTEA à l'époque. Donc rapidement quelques éléments de contexte, mais qui vont rejoindre ce que disait Léa. Donc l'apiculture, en fait, il y a une variabilité importante de la production, donc entre exploitations, entre régions, mais aussi entre années. On a une forte dépendance aux conditions climatiques. C'est un des facteurs qui va faire que globalement, une saison va être plutôt bonne une année ou moins bonne l'année suivante, par exemple. À garder en tête le fait que les apiculteurs n'ont pas de levier direct pour la majorité sur la question de la ressource. Et puis, cette problématique de perte et de renouvellement du cheptel qui est indispensable pour l'ensemble des exploitations. Et donc, voilà, une filière avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'enjeux et des enjeux de structuration, notamment, qui sont encore présents aujourd'hui, même si ça évolue. Globalement, à l'époque, notre constat, c'était de dire qu'on n'avait pas d'approche sur qu'est-ce que c'est que la durabilité en apiculture, une approche qui serait spécifique à notre filière. On n'avait pas non plus d'approche adaptée aux exploitations apicoles autour des questions d'organisation et de temps de travail, qui étaient qui rejoignaient des problématiques des exploitations. Et puis, ce besoin de connaissances, en fait, sur les pratiques de renouvellement du cheptel et les stratégies dans les exploitations. Et comme l'a dit Léa, l'importance d'acquérir ces références et de les transmettre aux porteurs de projets, notamment via la formation.
Donc, un des premiers axes de travail dans le projet Durapi, ça a été de travailler sur la définition de la durabilité en apiculture. Donc, pour faire ça, on a utilisé des méthodes participatives. Donc, on a fait des ateliers collectifs avec un certain nombre d'acteurs suite à des entretiens. Et on a abouti à une définition de la durabilité qui comprenait 6 branches principales. Donc, pour ceux qui connaissent la durabilité, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui se recoupent avec d'autres filières. Mais nous, c'était important, en tout cas, qu'on puisse faire ce travail à l'échelle de la filière apicole. Donc, cette durabilité, elle comprenait donc des aspects internes à l'exploitation. Donc, tout ce qui va concerner la vivabilité, la viabilité économique et la capacité à produire de manière pérenne. Et puis, des critères de durabilité étendus, donc en lien avec l'extérieur de l'exploitation, avec notamment des enjeux de filière et de société, des enjeux environnementaux et un besoin d'intégration de l'exploitation dans le territoire. Si on rentre rapidement dans le détail, donc en termes de vivabilité, ce qui ressortait, c'était les questions de satisfaction quant à son métier, les questions de confort de vie aussi, et de santé et de sécurité. Sur les questions économiques, c'était le fait de se dégager un revenu suffisant, avoir une stabilité financière, et une autonomie financière. Et un élément vraiment qui est ressorti de manière majeure, c'était cette capacité à produire de manière pérenne via ses moyens de production, avoir une autonomie décisionnelle et technique et pouvoir faire preuve d'adaptabilité face aux aléas qui sont de plus en plus fréquents ces dernières années. Sur les critères de durabilité étendus, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais il y avait des enjeux autour de la production de produits apicoles de qualité, également des questions autour de la reconnaissance du métier et de la reconnaissance des problématiques en apiculture. Sur les enjeux environnementaux, il y a des questions d'impact sur la ressource, par exemple, qui étaient ressorties. Et puis l'intégration dans le territoire, ça a beaucoup concerné des questions de transmissibilité des exploitations en apiculture et puis le lien que les apiculteurs peuvent avoir dans un territoire avec les autres acteurs de ce territoire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, notre arbre de durabilité, il ressemble à ça. Donc, avec 6 branches principales, des sous-branches. Et puis ensuite, on continue de dérouler l'arbre et puis on arrive à des critères de durabilité. Voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, la définition de la durabilité en apiculture, pour nous, c'était quelque chose de nouveau, qu'on a réussi à construire en fait, avec différents types d'acteurs de la filière. À l'époque, c'était quand même quelque chose à souligner en tout cas. Et c'est un travail qu'on doit poursuivre pour aller jusqu'à une méthode qui serait un outil d'évaluation de la durabilité, puisqu'il faudrait maintenant poursuivre ce travail pour traduire ces critères de durabilité en indicateurs avec une méthode aboutie. Ensuite, dans le cadre de ce projet, on a travaillé sur la connaissance des pratiques de renouvellement et des stratégies de renouvellement. Donc là, déjà, ce n'est pas mon cœur de sujet, mais pour vous dire que ce qu'on a observé, c'est une très grande variabilité de pratiques qui était fonction notamment du nombre de ruches que l'apiculteur possède. Donc si je prends qu'un exemple, par exemple, ça va être le graphique du milieu qui illustre comment sont gérés les essaims par les apiculteurs en termes de gestion de la reine dans la colonie. Donc on voit que selon le nombre de ruches qui sont possédées par les apiculteurs, on va avoir des pratiques différentes. Les personnes ayant peu de ruches vont privilégier ce qu'on appelle le remération naturel, donc le fait de laisser les colonies élever naturellement leurs propres reines dans les colonies, là où finalement les apiculteurs professionnels ne sont plus du tout sur ce type de pratique et vont intervenir activement pour le renouvellement de la reine, par l'introduction de reines ou de ce qu'on appelle de cellules royales. On s'est également intéressé, par exemple, aux freins qui existent sur la mise en place d'un atelier d'élevage de rennes. Donc, il y a pas mal d'avantages qui sont cités, qui sont essentiellement des avantages techniques, comme le fait de maîtriser, par exemple, sa sélection sur son exploitation. Mais le principal frein qu'on a observé, c'est une question en termes de temps et d'organisation du travail pour mettre en place ce type d'atelier. Dans le projet, on avait aussi un gros volet qui concernait une expérimentation. Donc, on avait 120 colonies en expérimentation où on croisait en fait 4 lots selon les variables suivantes, donc l'origine génétique des abeilles et des modalités de gestion des lots. Donc, soit le lot était géré en remération naturel, soit il était géré en remération contrôlé par l'apiculteur.
Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on a observé, en fait, l'idée, c'était de voir pendant toute la durée du projet si on arrivait à maintenir le nombre de colonies dans chaque lot, en termes de colonies viables. Et en fait, on a observé qu'il y avait certaines stratégies de renouvellement du cheptel qui étaient plus adaptées à certaines génétiques pour maintenir son cheptel productif. Autre question auquel nous sommes intéressés dans le cadre de ce projet, donc c'est la question du temps et de l'organisation du travail en apiculture. Donc c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc on est reparti d'un travail existant qui s'appelle la méthode bilan-travail, qui est une méthode qui vient de l'INRAE et de l'Institut de l'élevage, qu'on a adapté à l'apiculture. Et on a fait presque 50 entretiens dans des exploitations pour connaître leur temps et leur organisation du travail en apiculture. Donc, ça nous a permis de tirer un certain nombre de références. Donc, on a pu, par exemple, pour chaque exploitation, avoir ce type de graphique. Donc, ça représente le temps de travail par exploitation, par quinzaine, réparti par grandes tâches de l'exploitation. Donc, ces grandes tâches de l'exploitation, il y a tout ce qui va concerner la gestion des ruchers, tout ce qui va concerner l'élevage de rennes, ensuite, tout ce qui va être plutôt à la mielerie, l'extraction du miel, le conditionnement. Une partie qui concerne plutôt les activités de transformation, s'il y en a, et puis de commercialisation, sans oublier les aspects administratifs, engagement professionnel de l'apiculteur, et puis aussi tout ce qui va être entretien du bâtiment et du matériel. Dans le cadre de ces enquêtes, on a aussi essayé de documenter finalement un autre aspect du temps de travail qui est sur la totalité du travail de l'exploitation, quelles sont les tâches qui sont reportables ou non reportables d'un jour sur l'autre, pour essayer de voir un peu les marges de manœuvre que les exploitants peuvent avoir dans leur organisation. En sachant qu'en apiculture, on a 3 activités qui sont non reportables essentiellement, c'est la production de gelée royale, l'élevage de rennes et les marchés hebdomadaires. Puisque la production de gelée royale et l'élevage de rennes font l'objet de calendriers très précis. Donc, on a observé que, donc là, sur ce graphique, toutes les zones qui sont foncées correspondent en fait au temps de travail non reportable, à dire de l'apiculteur. Donc, on a vraiment des exploitations où le temps de travail non reportable est assez important par rapport à ce qui est reportable. Donc, ça ajoute une contrainte supplémentaire en termes d'organisation. Et puis, on est aussi reparti du seuil de surcharge de 10 jours de travail par quinzaine, qui est un seuil de l'Institut de l'élevage. Et on a observé aussi qu'on avait un certain nombre d'exploitations qui étaient très largement au-dessus de ce seuil à certaines périodes de l'année. Donc ça, c'était à l'échelle de l'exploitation. On s'est intéressé aussi à nos résultats sur le temps de travail, toute exploitation confondue. Donc, sur ces graphiques, vous avez à gauche le nombre de jours de travail ramené à 100 colonies d'abeilles, avec en bas, en fonction du nombre de ruches de l'exploitation. Et vous avez le même graphique sur la partie de droite, mais au lieu d'avoir le nombre de jours de travail ramené à 100 colonies, là, c'est le nombre de jours de travail par personne de la cellule de base. Donc, c'est ce qu'on appelle plus communément les associés de l'exploitation. Et donc, pour faire simple, vous avez en bleu les exploitations qui commercialisent en vrac, en rouge les exploitations qui conditionnent le miel et qui le vendent de manière conditionnée. Et déjà, on voit très bien en fait qu'entre des gens qui vendent en vrac et des gens qui vendent en conditionné, le temps de travail est ramené à 100 colonies et largement inférieur pour les exploitations qui vendent en vrac, puisque elles n'ont pas toute la partie commercialisation, mise en pot et commercialisation à gérer. Et après, ce qui est intéressant, c'est ici, si vous regardez par exemple pour les exploitations qui ont autour de 300 colonies, en fait, on a une variabilité de temps de travail ramené à 100 ruches qui est vraiment très, très variable. Et donc, on a vraiment observé au travers de ce travail une très grande variabilité de résultats. Et ce que je vous disais, voilà, des systèmes de vente en vrac qui minimisent le travail sur l'exploitation. Et pour terminer, donc dans le cadre de ce projet, donc on a développé 2 modules de formation qui étaient destinés donc au BPREA apiculture pour les CFPPA. Donc un module sur la durabilité, un module sur le renouvellement du cheptel. L'idée, c'était de vraiment mettre l'accent sur ces 2 notions dans le cadre des formations.
et que les stagiaires intègrent ces notions dans le cadre de leur réflexion sur leur projet. Donc, on a présenté ces supports lors d'un rassemblement des CFPPA, donc aux formateurs. Et puis, donc, pour conclure, donc, dans le cadre du projet Durapi, on a mis en évidence, on a eu à la fois des résultats qui étaient des résultats plutôt de recherche, donc c'était le cas avec le cadre, la définition de la durabilité, même si cette durabilité, elle a été aussi utile dans le cadre des actions de développement de l'apiculture, notamment dans l'accompagnement à l'installation. La conception aussi des méthodes d'enquête, que ce soit le bilan de travail ou les enquêtes sur les stratégies de renouvellement du cheptel, elles aussi ont permis d'acquérir des connaissances pour accompagner le conseil et la formation. Et donc, les perspectives pour la suite de ce travail, alors elles sont toujours d'actualité. C'est notamment d'aller vers un outil d'évaluation de la durabilité qui soit complet et qui soit vraiment un outil clé en main qui puisse être utilisé par les conseillers. Et puis, le fait de poursuivre l'utilisation notamment des enquêtes bilan de travail dans le cadre du conseil en apiculture. Voilà. Et du coup, j'en profite pour remercier tous les partenaires, les apiculteurs qui ont participé aux enquêtes et suivis, et puis le ministère pour le financement. Et on avait aussi une thèse dans le cadre de ce projet où on a eu un financement CIFRE. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à toutes les deux. On peut se laisser 5 minutes de questions avant de passer à la conclusion. Oui, merci pour ces présentations. Et, moi, là, je vais poser des questions jusque-là en tant que chercheur. Là, je vais poser en tant qu'apiculteur très amateur. Hein, mais du coup, je lis un peu les articles que je vois. Il y avait quelques articles dans Le Monde récemment, justement, qui montrent une filière quand même qui est plus qu'en crise, j'ai l'impression. Enfin, là, vous avez montré les chiffres jusqu'à 2023, mais je crois que 2024 est assez catastrophique. Et il y a des raisons structurelles et conjoncturelles météorologiques, mais aussi structurelles. Et du coup, quels sont un peu les plans au niveau du ministère? Parce qu'il y a des... pour relever la filière, je dirais. On a des plans un peu sur le long terme. Effectivement, le plan pollinisateur qui agrège un certain nombre d'actions sur tous les domaines, que ce soit de la recherche, de l'appui technique, de la formation, sur les investissements en apiculture, qui viennent intégrer en particulier des financements de la PAC. Donc, le secteur bénéficie d'aide de la PAC, en fait, du premier pilier, donc du FEAGA complété par des crédits nationaux. Et donc, qui sont là pour finalement soutenir les apiculteurs dans leurs investissements, et notamment dans le renouvellement du cheptel, mais aussi les structures collectives comme l'ITSAP, les associations de développement apicole, et dans leur appui technique et dans les thématiques de recherche. Donc ça, c'est on va dire, du long terme, du pluriannuel, mais effectivement, récemment, on a déployé un plan de crise en 2024 de soutien à la filière apicole, qui était motivé principalement par les difficultés de commercialisation qui sont assez inédites en fait dans la filière, et qui viennent agir sur différents leviers, et en particulier la lutte contre les fraudes. Ça, c'est un vrai enjeu là, actuellement, de lutter contre les fraudes dans la filière, d'améliorer la traçabilité du miel, d'améliorer la transparence. Donc ça, c'est un vrai axe de travail. Il y avait aussi l'idée d'avancer, notamment en matière de recherche et de soutien par rapport au frelon asiatique, qui prend... Voilà. Le phénomène prend de l'ampleur. Il y avait également, toujours dans cette idée d'améliorer l'organisation de la filière et la structuration, d'améliorer la relation
le partenariat finalement entre les apiculteurs et les conditionneurs, l'aval de la filière. Parce que ça, c'est aussi un point qui est difficile. Et puis, de l'accompagnement du ministère dans des acteurs, notamment de l'interprofession, qui est une interprofession assez jeune puisqu'elle a été créée en 2019. Donc, voilà, finalement, des actions sur différents plans, différents leviers, différentes temporalités. Mais effectivement, je vous rejoins sur les constats. On est le pôle de questions ici. J'avais une question par rapport vous avez dit donc évidemment abeilles sentinelles pour la qualité environnementale. Quels sont bon, apparemment l'interprofession c'est récent. Quels sont les liens avec les syndicats agricoles et quels sont les liens entre les représentants des apiculteurs de manière générale et les collègues agriculteurs, tout type de parcours technique confondu actuellement et comment est-ce que ça évolue? Alors, faut savoir qu'en apiculture, le paysage institutionnel est un peu différent du paysage agricole. Par exemple, il y a une bonne représentation de la Confédération paysanne en apiculture, pour vous donner voilà, un peu des éléments. Mais il y a quand même une présence des syndicats, on va dire, majoritaires dans cette filière et de fait, un dialogue facilité finalement avec les agriculteurs à travers ces syndicats-là, même si on a aussi des syndicats, entre guillemets, indépendants, qui sont très forts et qui portent aussi une voix qui pèse aujourd'hui dans le débat public. Donc un paysage institutionnel finalement très morcelé, très diversifié, qui facilite pas forcément les choses, avec aussi des lignes politiques qui peuvent être assez différentes, avec des syndicats qui vont défendre des positions, porter des positions proches des associations environnementales sur les pesticides notamment. Et puis des syndicats qui, on va dire, sont plus facilitateurs dans le dialogue avec les agriculteurs. Donc voilà, c'est aussi un paysage assez compliqué. Et les partenariats, ils sont un peu fonction des territoires et de l'organisation locale. Mais il y a un lien entre les associations de développement apicole et les chambres d'agriculture. Il y a des partenariats qui se créent. Il y a aussi des liens avec les forestiers qui ne sont pas toujours évidents, notamment pour des questions d'accueil des ruches en forêt. Mais c'est très dépendant du contexte local. Mais ce que nous, on peut voir à une échelle plus micro, c'est que ce que les agriculteurs nous disent, c'est qu'il est plus facile de parler avec un apiculteur qu'avec une association environnementale. Et ça, on le sent, on le perçoit. Et on le voit aussi dans le cadre du plan pollinisateur qui vraiment inclut un grand nombre d'acteurs allant du producteur de produits phytosanitaires aux représentants agriculteurs, aux associations environnementales, aux apiculteurs, etc. On voit que finalement, le dialogue, au départ, a été très compliqué. Vraiment, c'était sur fond de modification de la règlement phytopharmaceutique. Enfin, c'était... Voilà. Et puis, progressivement, on crée aussi les conditions pour favoriser le dialogue et il y a des choses qui se passent. Donc, mais c'est facilité aussi par les pouvoirs publics, on le sent. Donc voilà. Encore deux questions sur le chat, Solène. Alors, y a-t-il des expérimentations conduites sur les alternatives efficaces à l'utilisation d'Apivar contre le Varroa destructor et quels sont les résultats de ces travaux d'expérimentation? Alors, non, je suis désolée, moi je travaille vraiment pas sur le sanitaire. Donc oui, il y a pas mal d'essais sur les traitements anti-varroa, mais je vais vraiment pas m'avancer sur cette question.
Et une autre question, comment s'explique le boom de l'apiculture entre 2015 et 2020? Je ne sais plus, est-ce qu'on peut remettre le tableau de Léa? Je sais pas. Je crois que c'est à la fois une augmentation du nombre de ruches, mais aussi du nombre de possesseurs de ruches au global. Comme un petit peu avant. Donc là, oui, on était à 1 700 000 colonies en 2023 et pour 63 000 possesseurs de ruches, enfin apiculteurs, mais on peut aussi parler de possesseurs de ruches pour inclure tout le monde. Sur le nombre d'apiculteurs, on est plutôt sur une diminution depuis 2020, puisqu'on est passé de 71 000 à 63 000. Donc on a plutôt moins d'apiculteurs pour plus de ruches. Donc, Il y a une explication en partie. Pour l'augmentation du nombre de ruches, on peut se dire que d'une certaine manière, c'est le résultat des politiques publiques de soutien, quand même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la déclaration obligatoire de ruches qui fait que les apiculteurs sont incités à plus déclarer. Donc, c'est aussi ça que ça traduit. Sur le nombre d'apiculteurs, il y a eu un engouement pendant le Covid pour l'apiculture avec beaucoup d'apiculteurs amateurs qui se sont installés. Un petit décrochage après, mais la tendance, c'est quand même à la relative professionnalisation puisque le nombre d'apiculteurs de plus de 50 ruches augmente et de plus de 200 ruches, ça suit aussi la même tendance. Et on peut se dire que ça peut être le résultat aussi des politiques de soutien à l'apiculture professionnelle, notamment via le plan développement durable de l'apiculture. Donc, je répondrai à la première question concernant les recherches sur le varroa. A priori, il y a une unité de recherche INRAE et une UMT qui travaillent sur ces questions de santé des abeilles. oui, il y a l'unité abeilles et environnement à Avignon, mais c'est celle-là. Des collègues chez nous, et puis à l'ITSAP et dans le réseau des associations de développement de l'apiculture en région aussi, il y a des projets, sans compter aussi d'autres structures sanitaires en France. Si je me permets juste une clarification, dans le tableau production de miel estimé en 2021, c'est 19 000. Est-ce que c'est à cause du Covid? C'est quoi exactement? Parce que c'est une chute qui n'est pas cohérente avec la croissance qui est aux alentours. Et une question en parallèle, excusez mes lacunes, mais est-ce que les abeilles peuvent devenir à un certain moment des agresseurs ou c'est jamais le cas? Autant que leur population va augmenter, je veux dire, dans les limites des choses. Je suis très positif, je sais. Mais est-ce que ça pourrait arriver? Merci. Sur la production 2019, c'est essentiellement lié à des facteurs météorologiques. C'est une mauvaise année. Enfin, Cécile, si tu veux compléter, n'hésite pas. Et sur les abeilles agresseurs, pas à ma connaissance, mais pareil, Cécile, n'hésite pas à préciser et compléter. Oui, j'ai une question purement d'économiste qui me frappe en regardant le tableau. Quand on regarde la production plus les importations, moins les exportations, autrement dit la consommation plus les variations de stock, il y a des différences énormes d'une année à l'autre. C'est des effets de consommation qui varient beaucoup et en fonction de quoi? Du prix, du climat, je n'y connais rien à mon apiculture. Ou est-ce que ce sont des effets de stock? Alors, il y a les deux. Du coup, en fait, selon les années, on a quand même eu des variabilités en termes de consommation. Globalement, on est autour de 45 000, 50 000 tonnes consommées annuellement. Il peut y avoir des écarts de 5 à 10 000. De 5 à 10 000 ouais. Ces dernières années, par contre, on a eu, en lien avec les problématiques de commercialisation, on a eu énormément de stocks qui ont été chez les apiculteurs. Fin 2023, on était à 15 000 tonnes stockées, estimées chez les apiculteurs. Je crois que et les 2 années d'avant, on était un petit peu moins, mais il y avait eu aussi beaucoup de stocks chez les apiculteurs. Sans compter des stocks éventuels aussi chez les conditionneurs. Mais ça, du coup, on a plus de difficultés à estimer ce stock chez Laval, en tout cas.
et c'est pas lié à un flou dans les chiffres. Ça peut être aussi l'origine, ça. Alors, sur les importations-exportations, c'est assez fiable, hein. C'est les données des douanes et d'Eurostat. Voilà. La consommation, c'est un peu plus estimé, mais non, pour moi, c'est vraiment derrière et la consommation qui a varié avec l'effet Covid aussi, qui a augmenté, et puis ensuite qui a rediminué, et puis le facteur variation de stock ces dernières années. Merci beaucoup toutes les deux. Donc, on va terminer. Xavier,